Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont encore là, puisque je n'ai pas posté depuis 6 mois, je pense. Ma dernière vidéo date du mois de juillet. Je reviens en ce début d'année. Déjà, j'ai envie de vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez aussi passé de belles fêtes de fin d'année. Et je reviens pour un bilan lecture 2021, pour vous parler du coup des lectures que j'ai effectuées en 2021 dont je n'ai pas parlé en vidéo. Je crois que j'en ai pas du tout parlé en vidéo puisque à chaque fois j'ai parlé d'œuvres particulières. Donc c'est parti. J'ai envie de parler de mes lectures, pas toutes, ce sera pas exhaustif parce que déjà j'ai aucune idée du nombre de livres que j'ai lus cette année, donc ça va plutôt être une sorte de bilan lecture des choses dont j'ai envie de vous parler qui me semblent intéressantes, et puis aussi peut-être vous parler de certaines habitudes que j'ai en lien avec la lecture, et ça peut aussi être intéressant de dépasser un petit peu le cadre de cette revue lecture pour discuter aussi d'autres sujets. Voilà le projet de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, j'ai commencé l'année avec une autrice que je connaissais depuis déjà très longtemps, c'est Amélie Nothomb, puisque je la connais depuis que je suis lycéenne, donc il y a quelques années. Et Amélie Nothomb, j'ai déjà donc lu plusieurs de ses livres, mais je suis très très loin d'avoir lu toute sa production, et j'ai peut-être même pas lu sans doute les plus connus ou les plus emblématiques. Toujours est-il que j'ai commencé l'année avec Acide sulfurique de cette autrice. Si je regarde par ici, c'est parce que j'ai pris des notes, puisque j'ai réussi à scripter cette vidéo, à prendre quelques notes pour ne rien oublier. Donc pour ça que je regarde sur le côté. Donc Acide sulfurique, c'est un roman dystopique dans lequel elle fait une critique de la télé-réalité. Il faut savoir que ce roman a été publié en 2005, donc c'est le début, en France du moins, j'imagine, le début de la télé-réalité. J'avoue que personnellement je n'en ai pas de souvenir particulier, mais c'était l'époque où elle critique la télé-réalité tout en plaçant son intrigue dans le cadre d'un camp de concentration. C'est-à-dire que les candidats de télé-réalité sont surveillés par des capots, ils sont dans un camp de concentration, de la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui a fait polémique à l'époque. J'étais tombée sur notamment un article du Parisien, il me semble, qui désapprouvait justement cet angle d'approche, d'attaque du sujet. J'ai bien aimé tout ce qui était en lien véritablement avec la télé-réalité. C'est-à-dire que sur le cadre historique, le fait de placer ça dans un camp de concentration, pourquoi pas, mais j'ai pas eu l'impression que ça apportait quelque chose au propos. Par contre, j'ai bien aimé tout ce qui était de l'ordre de la réflexion sur la télé-réalité, notamment le fait de voir par exemple l'action des spectateurs qui ont un impact qui peuvent décider en fait un petit peu de la vie ou de la mort des candidats dans le camp de télé-réalité. Donc j'ai bien aimé cette mise en perspective là, avec le fait qu'il y a les spectateurs derrière leur petit poste de télévision. Tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais j'ai pas trouvé finalement que la critique était suffisamment féroce. En fait, au bout d'un moment, après, ça part un petit peu dans une sorte de récit un peu philosophique. Alors c'est une sorte de fable de toute manière, mais voilà, qui part un peu plus dans un récit un peu philosophique, avec ce personnage principal de Panoni qui est pas une sorte de martyr, mais qui prend une sorte de figure comme ça de philosophe, voilà, j'ai trouvé qu'en fait ça se délitait un petit peu, que c'était moins féroce que ce que j'imaginais au début de la lecture. Et finalement, à la fin, faut bien avouer que j'ai finalement peut-être trouvé ça un petit peu creux. Voilà. Après, c'était pas une mauvaise lecture dans le sens où ça se lit très vite, très bien. Je pense que c'est un livre qui peut plaire notamment peut-être à des plus jeunes. Notamment à des lycéens ou des lycéennes. Après voilà, moi je n'ai pas trouvé ça non plus sensationnel. Amélie Nothomb,
Pourquoi je l'ai relu? Je l'ai relu parce que j'ai une passion dans la vie qui est d'écouter des interviews, des entretiens d'auteurs ou d'autrices. Cette année, j'ai regardé beaucoup d'interviews d'autrices que j'ai lues ou que je n'ai jamais lues, que je compte relire ou que je ne compte pas relire, ça a peu d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre la personne parler de ses écrits et parler de ses manières de travailler. Donc j'ai regardé beaucoup d'interviews d'Amélie Nothomb, de manière un peu frénétique. J'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos. Et en fait, ce que j'adore avec Amélie Nothomb, c'est qu'elle se raconte elle-même, elle se conte elle-même. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais faire référence à quelque chose que m'avait appris une de mes directrices de mémoire il y a quelques années, où justement, c'était en cours, il me semble, qu'elle nous avait expliqué que souvent les entretiens des auteurs ou des autrices sur leurs propres livres sont souvent en fait de l'ordre de la fiction, dans le sens où ils réinventent finalement leur œuvre à chaque fois et où leur discours, même la mise en scène qu'ils ont de leur personne sur le plateau de télé ou dans le studio d'enregistrement de radio, que face aux journalistes, en fait, ils ont tendance à devenir une sorte de personnage fictif, en fait. Ils incarnent un personnage fictif qui serait celui de l'auteur, et je trouve ça vraiment assez intéressant, et je trouve qu'Amélie Nothomb le fait très bien, parce que quand on regarde ses interviews, on voit vraiment qu'elle se conte elle-même, elle se raconte elle-même. Donc finalement, c'est pas tant la véracité de ce qu'elle dit qui m'intéresse, c'est plutôt voilà, le délire fictionnel qu'il y a autour de son personnage. Et c'est voilà, pour ça que ça m'a intéressée de regarder des interviews d'Amélie Nothomb, donc j'ai décidé de la relire aussi un petit peu. Donc ça, c'était pour Amélie Nothomb. Je suis mon fil conducteur sur les interviews et les entretiens d'autrices, puisque j'en ai regardé plusieurs dans l'année. Je me suis intéressée à une autrice qui s'appelle Cécile Coulon, qui est une autrice contemporaine, que je ne connaissais pas, alors je la connaissais de vue et de nom, mais je suis tombée par hasard sur un podcast qui parlait de ses manières d'écrire. Et donc là, je m'intéressais plus spécifiquement justement au travail des écrivains, et c'est pour ça que je regardais des entretiens d'écrivains parlant de leur travail. Et je suis tombée sur cette autrice, qui est par ailleurs assez active sur les réseaux sociaux, qui publie des poèmes sur Instagram, il me semble. Donc voilà, quelqu'un qui m'a intéressée aussi pour ces raisons-là. Et j'ai décidé de m'intéresser à son œuvre, donc j'ai décidé de lire, puisque je l'ai trouvé assez facilement en librairie, de lire son dernier roman. Hop, c'est celui-ci, qui s'appelle Seule en sa demeure, de Cécile Coulon, aux éditions L'Iconoclaste. Et je l'avais entendu longuement parler de son ouvrage, donc c'est-à-dire que j'avais construit des sortes d'attentes sur ma lecture, attentes qui ont été comblées, et en même temps je suis restée un petit peu sur ma faim, peut-être parce que j'en attendais justement trop, hein, peut-être je me suis peut-être trop impliquée dans mon imagination, c'est peut-être trop impliquée dans justement les attentes que j'avais sur ce roman, mais je l'ai trouvé quand même sympa dans le sens où l'écriture est appliquée, c'est-à-dire que le style est appliqué, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses, après c'est peut-être trop appliqué justement, peut-être que ça manquait un petit peu de folie, de relâchement dans le style, qui fait que je me suis peut-être pas laissée complètement emporter non plus, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir face à moi quelqu'un qui voulait faire les choses bien, donc c'est bien, et en même temps c'est peut-être ça qui fait que je suis restée un petit peu sur ma faim. Dans ce roman on suit un personnage qui est le personnage d'Aimée, qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, c'est un mariage arrangé, ça se passe au 19e siècle. C'est d'ailleurs en fait un 19e siècle un petit peu fantasmé, parce que dès le début on est dans une espèce d'ambiance un petit peu sombre, avec, on sent que l'autrice s'amuse avec les costumes, elle s'amuse avec les décors, elle s'amuse avec le lieu, dont elle parle souvent d'ailleurs en interview, le lieu qui revient assez souvent, puisqu'elle s'est inspirée d'un lieu qu'elle a vraiment vu, une sorte de château dans le Jura. Donc un lieu qui est mystérieux, qui est très bien décrit au début. Donc ce lieu, c'est la maison de son époux, cette fameuse Aimée. Elle va donc quitter ses parents, aller vivre chez son époux. Évidemment, son époux est lui aussi un homme mystérieux, entouré de secrets,
Et cette Aimée, en fait, elle va finalement un peu enquêter. Alors enquêter, c'est pas vraiment le terme, mais elle cherche à trouver des réponses à ces questions, tout simplement. Donc moi j'ai bien aimé ce 19e fantasmé, je trouve ça... Voilà, on sent qu'en plus elle s'amuse, qu'elle prend plaisir à écrire ça, donc enfin moi j'ai pris plaisir à lire cela. Le début était très bien, enfin je trouvais qu'il y avait vraiment des très bonnes idées. Des bonnes idées qui étaient bien racontées. Mais malheureusement, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que après j'ai continué parce que j'étais bien dedans et que ça se lit très très bien, donc je l'ai terminé. Mais j'ai commencé à y trouver moins d'intérêt à partir de la moitié quand j'ai commencé à comprendre que finalement je serais pas surprise qu'il y aurait pas plus que ce que j'ai lu au début. Et c'est assez dommage parce que je trouve qu'en fait ça aurait pu être beaucoup plus dense, on aurait vraiment pu peut-être avoir une construction des personnages un peu plus complexe parce que j'ai pas l'impression que les personnages évoluent beaucoup. Bon après, moi dans ce genre de livre, ce qui m'intéresse c'est pas tant l'intrigue que les descriptions. Moi j'aime bien tout ce qui est contemplatif, j'aime bien les descriptions poétiques, j'aime bien tout ça, j'aime bien les atmosphères bien construites avec beaucoup de détails. Donc ça je l'avais au début, mais peut-être pas suffisamment, ça m'a pas suffisamment happée. Le début fait par exemple penser au début de Rebecca de Daphné du Maurier. Alors là je n'invente rien quand je vous dis ça, puisque je crois qu'un journaliste lui a dit sur un plateau. Moi ça m'a fait penser aussi à ça, je rejoins du coup cette personne. Ça m'a aussi fait beaucoup penser au film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu ou Portrait d'une jeune fille en feu, je me souviens plus du titre exact. Ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi, dans le rapport notamment que Aimée entretient avec une autre personne, une autre femme dans ce roman, donc j'en dis pas plus pour... voilà, si jamais vous voulez le lire, mais ça m'a aussi fait un petit peu penser à ça, peut-être aussi dans l'atmosphère. Enfin en tout cas j'ai des images du film moi qui me sont revenues à la lecture et je trouve que parfois l'écriture justement se rapproche un petit peu du cinéma, une sorte d'écriture de l'instantané comme ça qui fige un petit peu des détails ou des images de la même manière qu'une caméra ou qu'un appareil photographique. Donc voilà, bah écoutez, je vous le conseille, ou je sais pas, vous faites comme vous voulez en fait, si vous avez envie de le lire ou pas. Moi en tout cas, je vais continuer à regarder des interviews de Cécile Coulon et des interviews de d'autres personnes aussi. Et on verra, peut-être que je la relirai, peut-être que j'essaierai plutôt de lire sa poésie, puisque je sais qu'elle a publié au moins un recueil de poèmes, et que comme j'essaye aussi d'écrire des poèmes, j'aime bien de plus en plus lire un petit peu ce qui se publie récemment. Donc voilà, vous savez tout. Autre lecture, et c'est là qu'on va constater qu'il y a quand même un fil rouge dans ces lectures que je vous prépare, c'est Le Monstre de Camille Baudin que j'ai lu. Alors, je vous présente ce livre pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est peut-être pas tant pour l'œuvre en elle-même que pour soutenir aussi cette maison d'édition et cette collection particulièrement dans cette maison d'édition. Donc c'est la maison d'édition Talent Haut et la collection s'appelle Les Plumées. C'est une collection qui est assez récente, peut-être qu'elle a 2-3 ans, je sais plus, qui republie des textes d'autrices qui ne sont plus publiés depuis des années. Qui n'ont parfois été jamais republiés. Donc ici Camille Baudin, typiquement elle en fait partie. C'est une autrice du 19e siècle. Ce texte-là date de 1824 ou 1823, je sais plus. Enfin en tout cas toujours est-il qu'il a été censuré l'année de sa sortie et qu'après il a été publié uniquement en 1800, dans les années 1860, donc après la mort de l'autrice en question. Donc voilà, du coup c'est important peut-être de soutenir le travail de cette collection et de cette maison d'édition parce que c'est un travail important et que je pense qu'ils ont plein... Donc c'est le seul texte que j'ai lu de cette maison d'édition, mais je connais certaines autres autrices qui sont éditées par eux et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses dans cette collection. Donc voilà pour la publicité. Après, qu'est-ce que je peux dire sur ce texte ? C'est un texte qui s'apparente à une sorte de roman noir du début du 19e siècle, roman qui est qualifié de roman frénétique. Peut-être que c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler, moi je connais pas très très bien ce type d'ouvrage. Ça s'apparente un petit peu au roman gothique.
Alors ici on est vraiment dans le cadre de quelque chose qui est de l'ordre du feuilleton littéraire, dans le sens où on va de rebondissement en rebondissement. C'est quelque chose qui se lit très très vite, on peut le lire d'une traite, en fait on n'a pas forcément envie de s'arrêter tellement ça va vite au niveau de l'intrigue je trouve. Après moi je suis plutôt une lectrice qui apprécie la lenteur, donc je suis un peu brusquée par ce genre de texte, mais toujours est-il que c'était vraiment très divertissant, que je me suis beaucoup amusée à cette lecture. Dans ce livre, moi ce qui m'a aussi amusée, c'est la manière d'écrire de l'époque où en fait on joue beaucoup sur le côté, sur le pathétique des situations, sur une forme de pathos finalement, avec un style qui est rempli de tournures exclamatives, avec des envolées lyriques, enfin voilà, des choses comme ça qui sont très, je sais pas, très liées pour moi à ce type de texte de cette époque-là. Et j'aime bien, voilà, tout simplement. Bon, il y a aussi un petit extrait que j'ai envie de vous lire parce que ça c'est quelque chose qui m'a fait sourire. Alors sourire, c'était une forme... Sourire c'est pas vraiment le terme, hein. Évidemment vous allez comprendre quand vous allez voir de quoi on parle. Donc là je vais lire un petit passage, alors si vous voulez pas être spoilé, peut-être que... voilà, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas être... qu'on leur gâche la surprise ou qui ont peur d'avoir des éléments de l'intrigue dévoilés. Moi je fais absolument pas partie de ces personnes parce que de toute manière j'oublie systématiquement quand on me parle de ce qui se passe dans un livre, et je considère que ce qui est intéressant c'est la manière dont sont racontées les choses et pas forcément les choses en elles-mêmes finalement. Voilà. Mais si vous faites partie des gens qui ne sont pas comme moi et qui n'aiment pas savoir des choses à l'avance, je ne vous garantis pas que vous n'apprendrez rien dans ce que je vais vous lire. Donc le personnage c'est un récit à la première personne, donc le personnage dit je, c'est un personnage d'un jeune homme, nous dit: je me présentai donc chez le premier magistrat de la ville. Il me reçut très froidement, et après avoir écouté, sans paraître y faire beaucoup d'attention, le récit déplorable des malheurs de Louisa, il me répondit franchement qu'il n'osait prendre sur lui de me procurer le secours de la force armée pour attaquer le comte de Mulsen. Que ces crimes, tout affreux qu'ils étaient, n'ayant été commis qu'au sein de sa famille, il lui paraissait difficile que la justice pût s'en mêler sur la simple assertion d'une jeune fille. Une simple assertion, répondis-je. Oubliez-vous, monsieur, que cette jeune fille a payé de son sang le droit d'être crue et vengée? Voilà, un passage qui m'a fait sourire parce qu'il fait référence à certaines actualités sur les violences intrafamiliales, et j'ai trouvé intéressant de croiser ce type de passage dans un roman du tout début du 19e siècle. Donc pour la suite, j'ai lu un livre que je n'ai pas du tout aimé. Donc là je vais avoir besoin de mes notes parce que je l'ai lu, c'est un livre que j'ai lu en format numérique, que je me suis empressée de supprimer de ma liseuse, et donc j'ai même pas conservé en fait les passages que j'avais surlignés ou quoi que ce soit, tellement j'étais agacée et tellement j'étais dégoûtée de cette lecture. Donc je l'ai retrouvé sur mon ordinateur et j'en ai sélectionné quelques passages pour quand même donner de la matière à mon agacement, pour que mon agacement ne paraisse pas s'effectuer pour rien, pour de l'air, que je ne brasse pas de l'air, mais au contraire je vais brasser les mots qui m'ont agacée, et ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, trêve de suspense, le livre en question c'est La Nuit des Temps de Barjavel, livre que j'ai lu parce que j'étais contrainte de le faire dans le cadre de mon travail, parce que sinon je l'aurais sans doute jamais lu, parce que la science-fiction c'est déjà pas ma tasse de thé. La science-fiction du XXe siècle, j'ai beaucoup de préjugés dessus, j'ai tendance à considérer que c'est vieillot, que c'est un peu dépassé. Alors j'ai sans doute tort sur certains auteurs, sur certaines œuvres peut-être même, mais c'est pas quelque chose voilà, qui m'intéresse de prime abord, donc on va dire que voilà, c'était peut-être pas pour moi déjà une lecture qui s'annonçait sous les meilleurs auspices. Mais toujours est-il qu'il a fallu que je le lise, donc après je savais que La Nuit des Temps c'était considéré, enfin en tout cas je l'ai déjà vu passer dans des tops, dans des classements du type les plus grands romans d'amour, les plus belles histoires d'amour ou des choses de ce type. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui peut complètement me déplaire non plus. Ben bien mal m'en a pris, enfin non j'étais obligée de le lire, mais bien mal m'en a pris quand même de m'imposer cette lecture parce que vraiment c'était pas pour moi.
on va dire qu'en fait j'ai été dégoûtée de cette œuvre avant même que l'histoire d'amour commence. Donc quand bien même ça aurait été l'élément qui aurait pu me faire apprécier ce livre, ben il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard, on ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc je vais essayer d'argumenter un petit peu mon propos parce que je veux pas brusquer les gens qui l'auraient aimé, et puis parce que c'est quand même important que je vous explique pourquoi, à mon sens. Alors déjà il y a des choses qui m'ont déplu, notamment le tout début de l'œuvre. J'ai trouvé que c'était mal écrit. Y a des types de descriptions comme ça, je sais pas, quand vous les lisez vous dites non, ce n'est pas possible. Ça part très mal, donc je vais vous lire un petit extrait. Par exemple, un extrait du tout début du roman, c'est l'incipit, donc en soi vous pouvez aussi aller le lire. La description du personnage principal, c'est un homme de 32 ans, grand, mince, brun. Il est vêtu d'un gros pull à col roulé couleur pain brûlé, un peu déformé, usé au coude, et d'un pantalon de velours noir. Sur la moquette, ses pieds sont nus. Pour moi cette phrase là, sur la moquette, ses pieds sont nus, je sais pas, déjà à la base c'est peut-être parce que j'aime pas la moquette, je sais pas, mais sur la moquette ses pieds sont nus, je sais pas, ça sonne lourd, ça sonne lourdeau, c'est pas... Voilà, bon, donc déjà moi je savais qu'au niveau du style, il y a des petites phrases comme ça, je savais qu'en général ça allait pas forcément être ma tasse de thé. Bon, un deuxième extrait qui moi m'a clairement dégoûtée, toujours pas très loin. Assis sur une chemise du Snowdog, le docteur Simon rêvait un croissant trempé dans un café crème. Trempé, juteux, ramolli, mangé en l'aspirant à la façon d'un malotru. Voilà, moi ça m'a dégoûté. Je trouvais ça dégoûtant. Voilà, donc bon, là je rigole un petit peu parce que c'est clairement pas les passages qui m'ont le plus dérangé. Là c'est à dire qu'au niveau de la manière d'écrire et du style, je sais clairement que c'est pas un livre que dans lequel je vais m'éclater. Je sais que c'est pas vraiment ce qui me correspond. Mais toujours est-il qu'on peut faire des efforts dans la vie, et clairement voilà, j'ai continué, même si j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Parce qu'il y a des choses qui m'ont clairement plus dérangée que ça. Et là du coup je vais vous lire les quelques extraits qui moi m'ont vraiment agacée et mise en colère. Donc, déjà il y a peu de personnages féminins, mais le peu de personnages féminins est toujours considéré, abordé par son physique. Il n'y a rien qu'à voir la phrase suivante. Quand Rochefou descendit, accompagné de Simon et de Briveau, de la charmante anthropologue Léonova, chef de la délégation russe, et du chimiste Hoover, de la délégation américaine. Donc déjà on a plusieurs personnages qui sont annoncés. Le seul personnage sur lequel on fait un commentaire sur son physique, c'est évidemment la charmante anthropologue Léonova. C'est la femme, donc moi déjà ça m'agace. Je trouve ça dépassé, je trouve ça vieillot, je trouve ça... encore pour dire des choses qui soient polies. Donc bon, ça déjà ça m'a énervée. Je vais continuer un petit peu la suite du passage parce qu'il y a un passage qui m'a fait hurler de rire. Évidemment c'est ironique. Donc les personnages découvrent une sorte de matière, ils essayent de déterminer ce que c'est. Il y versa alors différents acides qu'il examina ensuite avec un spectroscope portatif. Il se releva. Il était perplexe. « Je ne comprends pas ce qui le rend si dur, dit-il. Il est pratiquement pur. » « Il ? Quoi, il ? Quel est ce métal ? Demanda Léonova, la charmante Léonova. Demanda Léonova énervée. Hoover était un géant roux, ventru et débonnaire, au mouvement lent. Léonova était mince et brune, nerveuse. C'était la plus jolie femme de l'expédition. Hoover la regarda en souriant. « Quoi ? Vous ne l'avez pas reconnue ? Vous, une femme ? C'est de l'or. » Bon, voilà, moi je me passerai de commentaires sur ce passage-là, je pense que vous êtes capable de l'analyser par vous-même. Donc on va comme ça de stéréotype en stéréotype, que ce soit des stéréotypes misogynes ou même des stéréotypes racistes, puisque je vais vous lire donc le dernier passage, parce que je vais pas non plus vous en lire trop, hein, ça serait... c'est pas le but. Mais bon voilà, dernier passage qui du coup traite d'un autre aspect qui est selon moi dérangeant. Donc les personnages trouvent, donc là encore une fois si vous voulez pas être spoilé ou quoi que ce soit, vous pouvez passer ce passage là puisque je vais être obligée d'expliquer un petit peu. Les personnages trouvent deux êtres humains, un homme et une femme, dans leurs explorations.
La question est que cet homme et cette femme sont sans doute endormis entre guillemets depuis très longtemps et que il décide en fait d'en choisir un, il faut choisir un de ces deux êtres humains, soit l'homme soit la femme, pour essayer du coup de le réveiller et puis de le faire parler. Voilà, en gros c'est ça de manière très grossière. Donc la question est, est-ce qu'on prend l'homme ou est-ce qu'on prend la femme? Pour l'arabe, il n'y avait pas de doute. Le seul qui comptait, c'était l'homme. Pour l'américain, c'était à l'égard de la femme qu'on devait prendre le plus de respectueuses précautions, quitte à risquer pour elle la vie de l'homme. Le Hollandais n'avait pas d'opinion. Le Yougoslave et le Français, bien qu'ils s'en défendissent, penchaient pour la prépondérance masculine. Bon. Là on enchaîne les stéréotypes. Voilà, donc il n'y a pas que le problème du c'est mal écrit, ça me plaît pas. Il y a aussi le problème, je trouve, voilà, de stéréotypes qui sont vraiment limites et désagréables et que, enfin moi j'ai pas envie de m'imposer ça en fait. Voilà, j'ai pas envie de m'imposer ça dans mes lectures. Donc j'ai vraiment détesté ce livre, vraiment. Je pense que vous avez compris. Et après j'étais tellement dégoûtée que j'ai relu donc mon livre préféré, Madame Bovary, qui est un livre formidable. Et voilà, c'était tellement formidable que je me suis dit mais vraiment, Barjavel c'était juste lourd et grossier quoi. Enfin vraiment. Pour finir, mes meilleures lectures de cette année, ça a été sans aucun doute les deux livres que j'ai lus de George Sand. Donc il y en a un dont je vous ai déjà parlé parce que ma dernière vidéo était consacrée à ce livre, donc voilà, je vais pas vous en reparler, mais c'était un extrait de la correspondance de George Sand. C'était les lettres aux femmes de sa vie, donc une compilation des lettres qu'elle a écrites à des femmes, que ce soit sa mère au tout début, que ce soit ses amis. Je me suis enfin plongée véritablement dans un écrit de George Sand, un roman qui est le roman Mopra, dont je vais vous parler. Alors, je suis toute contente, parce que ce roman-là, je l'ai lu en lecture commune avec une autre youtubeuse, booktubeuse même, qui s'appelle The Moodstock. Elle a aussi un compte Instagram au même nom. Voilà, donc c'était ma première lecture commune, donc j'étais très contente et j'ai trouvé ça génial. Donc merci à toi, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, c'était super. Je pense qu'en plus on a toutes les deux apprécié la lecture, donc voilà, c'était chouette d'échanger là-dessus. Je pense qu'en fait j'aime beaucoup le style de cette autrice, le style de cette femme. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. J'ai eu un petit peu de mal pendant ma lecture avec certains passages de dialogue, mais je pense que si je relisais maintenant, aujourd'hui, je pense que j'aurais plus ce petit blocage. Je pense qu'en fait c'était un style qui était peut-être un peu trop éloigné de ce que j'avais lu auparavant. Et voilà, il y a un ou deux passages où j'ai eu quelques petites... voilà, où je trouvais que c'était un peu fouillis, mais c'était vraiment mineur par rapport en fait à l'ensemble de l'œuvre. Donc voilà, maintenant avec du recul, je pense qu'en fait c'était... Voilà, juste peut-être moi qui étais un peu fatiguée, je sais pas. Donc en fait, dans ce livre, je vais peut-être vous dire d'abord de quoi ça parle un petit peu, ça serait peut-être plus sympa. Alors en fait ici, c'est un récit enchâssé à la première personne, donc tout au long, la majeure partie de l'œuvre en fait est ce récit enchâssé à la première personne où on a un personnage du nom de Bernard qui nous raconte sa jeunesse et son éducation. C'est donc un roman de formation, même si en fait ce roman est plutôt considéré dans les résumés ou dans les préfaces ou quoi que ce soit, souvent on le considère comme étant un roman noir, un roman de cap et d'épée. Alors il y a ça, mais je trouve qu'en fait le squelette véritablement de l'intrigue c'est vraiment... Enfin moi je le classifierais plutôt comme roman de formation parce qu'on suit vraiment le parcours de ce personnage-là, de Bernard, qui grandit avec ses oncles dans un château sombre du fin fond du Berry. Qui grandit avec ses oncles qui sont des hommes violents, qui volent, qui violent, qui sont des êtres assez abominables et abjects. Bernard grandit donc avec eux, il est éduqué de cette manière-là, éduqué à ses passions violentes et à ses vices en fait.
Et ce personnage-là, après divers rebondissements dont je ne vais pas vous parler là, finit par être recueilli en fait par un autre membre de sa famille. Alors je sais plus qui exactement dans sa famille, mais toujours est-il que il va tomber amoureux de la jeune Edmé. Et tout au long de ce roman, on a donc le récit de la formation, de l'éducation de ce personnage et le récit aussi de cet amour en fait naissant et qui dure dans le temps, donc c'est aussi une très belle histoire d'amour. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début ce roman était une nouvelle et c'est un roman qui finalement est très très dense, mais on arrive finalement à percevoir un peu le fait que George Sand, elle a beaucoup enrichi sa nouvelle de plein d'aspects différents. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a ajouté beaucoup, ce qui fait que c'est un roman très dense. Moi je trouve qu'un mois pour le lire c'était bien, parce que ça m'a permis de digérer un petit peu, parce que je suis une lectrice assez lente si vous ne l'aviez pas compris, ça m'a permis de digérer un petit peu tous les aspects du roman qui étaient présents et d'avoir un peu les idées claires là-dessus, parce que sinon je pense que je serais passée à côté de plein de choses en fait, si je l'avais lu trop rapidement. Et en fait, l'autrice nous immerge dans plusieurs ambiances. Donc au début, on a cette ambiance de roman noir qui fait aussi penser au roman gothique. Donc on a encore une fois un lien avec les œuvres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au début au de Hurlevent, par exemple. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'ambiance dont on parle. Donc on débute, on rentre dans le roman de cette manière-là. Et puis après, on a beaucoup d'autres dimensions qui s'ajoutent. Il y a toute une dimension sociale, politique. C'est un roman qui se place avant la Révolution. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est aussi un roman d'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a toute une dimension liée à l'éducation, à l'importance de l'éducation. Donc il y a aussi des passages qui sont presque philosophiques, didactiques sur l'éducation, où là pour le coup on a vraiment la voix de George Sand on a accès en fait à sa pensée, à ses réflexions, j'imagine, personnelles, donc c'est vraiment très très riche. Et ce qui est intéressant dans le rapport à l'éducation, c'est qu'en fait on a accès à ce personnage qui se voit lui-même évoluer. Et donc en fait on a une sorte de mise en lumière du regard critique que peut avoir le personnage de Bernard sur son éducation, et ça nous renvoie aussi en fait aux propres préoccupations de George Sand sur sa propre éducation à elle, parce que je sais que c'est quelque chose qui parcourait pas mal sa correspondance que donc du coup j'avais lu auparavant. Enfin je me rappelle que dans sa correspondance elle parlait du fait qu'elle lisait beaucoup mais qu'elle avait l'impression de ne pas suffisamment retenir, de ne pas suffisamment avoir de connaissances théoriques, enfin voilà, qu'elle se dépréciait pas mal dans son rapport à l'éducation, du moins quand elle était jeune, hein, je parle de... c'était des lettres quand elle était jeune, et je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on a un petit peu ça aussi dans le personnage de Bernard, donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un roman qui s'inspire beaucoup des théories de Rousseau, donc c'est un roman qui je pense est assez rousseauiste, même si je prends des pincettes parce que je pense qu'elle prend aussi potentiellement ses marques avec Rousseau. C'est-à-dire qu'elle en parle, mais je pense peut-être qu'à un moment donné aussi elle s'en éloigne et qu'elle a un regard critique aussi sur les pensées de Rousseau. Mais on a clairement des inspirations pour l'amour de la nouvelle Héloïse, on a clairement des inspirations sur l'éducation et les réflexions sur la nature humaine, on a des inspirations sur l'Émile de Rousseau, et sans doute aussi sur d'autres textes que je ne connais pas. Donc ça voilà, c'est intéressant. En fait il y a plein de sous-textes, et c'est-à-dire que c'est un roman dans lequel on peut retourner, on peut creuser, on peut... voilà. Alors il y a quelques petits passages que j'avais peut-être envie de vous lire parce qu'il n'y a pas de raison. Je vous ai lu des passages de Barjavel qui étaient bon, pas forcément très intéressants à écouter. Donc je pense que pour me faire pardonner, je vais lire aussi quelques petits passages de Beauprat, des passages qui m'ont intéressée, qui sont en lien avec toutes les thématiques que j'ai abordées là à l'instant. Il y a un personnage qui moi m'a beaucoup touchée, c'est le personnage de Patience, qui est un personnage d'ermite, de philosophe, qui vit dans la nature, qui vit au contact des animaux, qui a un rapport assez touchant aux animaux d'ailleurs,
Et j'ai adoré ce personnage là qui en fait est un personnage qui lui-même n'était pas du tout éduqué, qui s'est éduqué au contact d'un religieux d'ailleurs. Enfin tout ça est raconté dans le roman, donc en fait on a aussi la formation de ce personnage là qui est raconté, et c'est un personnage qui va beaucoup aider à la formation de Bernard, donc c'est intéressant, cette espèce de grande chaîne comme ça de transmission qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de beaux passages, forcément en lien avec la nature, sur ce personnage là de Patience, même si je tiens à dire que je trouve que la nature est quand même au centre de toutes les réflexions de George Sand. Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime son style. Il y a beaucoup de comparaisons animales par exemple dans le roman, beaucoup de personnages qui sont comparés à des animaux, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans son écriture et que j'aime beaucoup. Mais donc ce personnage là de Patience, moi vraiment les passages que j'ai préférés dans le roman, je crois que c'est vraiment toujours des passages qui sont en lien en fait avec ce personnage là de Patience. Donc il y a un petit passage que j'ai envie de vous lire. Donc c'est un passage de dialogue, au discours direct, c'est le personnage de Patience qui s'exprime. Avant de connaître les poètes, j'étais comme un homme à qui manquerait un sens. Je voyais bien que ce sens était nécessaire puisque tant de choses en sollicitaient l'exercice. Je me promenais seule la nuit avec inquiétude, me demandant pourquoi je ne pouvais dormir, pourquoi j'avais tant de plaisir à regarder les étoiles que je ne pouvais m'arracher à cette contemplation, pourquoi mon cœur battait tout d'un coup de joie en voyant certaines couleurs, ou s'attristait jusqu'aux larmes à l'audition de certains sons. Je m'en effrayais quelquefois jusqu'à m'imaginer, en comparant mon agitation continuelle à l'insouciance des autres hommes de ma classe, que j'étais fou. Mais je m'en consolais bientôt en me disant que ma folie m'était douce, et que j'eusse mieux aimé n'être plus que d'en guérir. À présent, il me suffit de savoir que ces choses ont été trouvées belles de tout temps par tous les hommes intelligents, pour comprendre ce qu'elles sont, et en quoi elles sont utiles à l'homme. Je me réjouis dans la pensée qu'il n'y a pas une fleur, pas une nuance, pas un souffle d'air qui n'ait fixé l'attention et ému le cœur d'autres hommes, jusqu'à recevoir un nom consacré chez tous les peuples. Bon, et après ça continue, évidemment, j'aurais pu vous lire 2 pages, mais évidemment, il faut rester raisonnable, donc je vais m'arrêter là. Alors il y a aussi un autre extrait que j'avais bien envie de vous lire qui était pour le coup cette fois plutôt sur l'éducation, pour que vous voyez un petit peu en fait quel type de réflexion est-ce que... à quel type de réflexion est-ce qu'on a accès en fait dans cette œuvre-là. Donc là cette fois on a un jeu qui est le jeu de la première personne dans ce fameux récit enchâssé de Bernard. Je ne me corrigeais jamais de l'orgueil et de la violence. On ne change pas l'essence de son être, mais on dirige vers le bien ses facultés diverses. On arrive presque à utiliser ses défauts. C'est au reste le grand secret et le grand problème de l'éducation. Donc on a des réflexions avec l'éducation qui sont en lien avec l'idée de nature humaine. Donc c'est intéressant. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec toutes les pensées de George Sand, avec tout ce qui est réfléchi dans le roman, mais je trouve que c'est toujours bien amené, et je regardais la vidéo de Margarito sur sa chaîne qui parle aussi de Mopra justement là dans son bilan 2021 il me semble, et justement moi j'ai envie de dire un peu comme elle, j'ai un petit peu le même point de vue là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait ce roman me donne envie de mieux comprendre le personnage de George Sand, de mieux comprendre éventuellement ses contradictions, de mieux comprendre quelles étaient ses positions sur différents sujets. Donc voilà. Et donc mon projet 2022 c'est toujours le même que celui que j'avais annoncé je crois dans ma dernière vidéo sur George Sand. Mon projet c'est de lire Histoire de ma vie, la version intégrale, et d'en faire différentes vidéos, c'est-à-dire j'ai aucune idée de la forme que ça prendra, mais de faire quelque chose peut-être d'un peu plus documenté, de faire plusieurs vidéos, faire pas qu'une seule vidéo parce que c'est très très long, que je vais pas lire d'une seule traite évidemment, et qu'elle traite de différentes parties de sa vie, donc pourquoi pas essayer d'en faire plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est mon projet lecture, et c'est aussi du coup le projet que j'ai en rapport avec cette chaîne. Bien évidemment j'espère cette année faire plus de vidéos que l'année dernière, tout comme j'espère de lire peut-être davantage, parce que 2021 c'est quand même l'année où j'ai le moins lu depuis plusieurs années.
et j'ai quand même envie du coup de lire un petit peu plus, d'autant plus que j'ai plein de choses à lire qui me font très envie. Voilà, mais écoutez, ça fait longtemps que je parle, je sens que ma voix est en train de partir, donc je vais partir aussi. Et écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!